Il y a une semaine, la NASA a lancé une nouvelle aventure humaine vers la Lune. Pour la première fois depuis 54 ans, 4 personnes, confinées dans une capsule à peine plus grande qu'une camionnette, s'élancent là où seuls 12 hommes les ont précédés. Le monde entier a les yeux rivés sur la fusée. Le décollage est sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, vous allez voir des preuves réelles, impossibles à falsifier. Le 1er avril 2026, au Centre spatial Kennedy, sur le pas de tir 39B. Il est 18h35, heure de l'Est. La fusée SLS, la plus puissante jamais construite par la NASA, s'arrache de son socle. À son bord, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et le Canadien Jeremy Hansen. Mission Artemis II. Le premier vol habité vers la Lune depuis 1972. Après 54 ans de silence. Ils ne se poseront pas cette fois-ci. Ils contournent la Lune avant de revenir. C'est un test, une vérification des systèmes, une répétition générale. Mais le 6 avril, ils sont passés derrière la face cachée de la Lune. Ils ont vu ce que seuls les 12 astronautes d'Apollo avaient vu avant eux. Et dans 2 ans, ce sera au tour d'Artemis IV, 2028, le premier atterrissage humain sur la Lune depuis 56 ans. Pendant que l'équipage est en vol, il est temps de se pencher sur ce que la NASA sait déjà de la Lune. Et pourquoi le site où Armstrong a marché recèle encore un détail dont on ne parle presque jamais. En 2009, la NASA a envoyé une sonde, LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, une mission à 600 millions de dollars avec un objectif précis, obtenir les images les plus détaillées jamais vues de la surface lunaire. L'appareil a généré une carte 3D couvrant environ 98% de la surface. Mais l'outil clé fut la caméra à angle étroit LROC. Sa résolution est d'environ 25 cm par pixel. Autant dire qu'un objet plus petit qu'une feuille de papier est discernable depuis l'orbite d'un autre corps céleste. En 2011, les ingénieurs sont allés encore plus loin, en abaissant l'orbite de la sonde à seulement 21 km d'altitude. À titre de comparaison, un avion de ligne vole entre 10 et 12 km. LRO est donc passé au-dessus des sites d'alunissage d'Apollo à une altitude à peine 2 fois supérieure. C'est à ce moment que les clichés décisifs ont été pris. Les 6 modules d'atterrissage sont tous là, à leur place. Les instruments scientifiques sont intacts. Les parcours des rovers sont visibles dans leur intégralité, littéralement mètre par mètre. On distingue même l'ombre des drapeaux. Mais le plus fascinant reste les traces de pas des astronautes. Des lignes sombres sur le régolithe, partant du module vers les instruments, puis vers les cratères avant de revenir. Ces traces ont plus de 50 ans. Sur la Lune, il n'y a ni vent, ni précipitation, ni aucun processus capable de les effacer. Elles restent figées, telles qu'elles ont été laissées, et pourraient y demeurer encore très longtemps. Mission Apollo 11, mer de la tranquillité, 20 juillet 1969. Neil Armstrong est le premier à sortir, suivi de Buzz Aldrin. À peine 2h30 de sortie extravéhiculaire. Sur les images de LRO, le module lunaire est toujours là. À côté, on distingue le sismographe et le réflecteur laser. Et tout autour, ces lignes sombres qui divergent. Ce n'est ni du bruit numérique, ni un défaut de l'image. Ce sont les traces bien réelles de 2 hommes qui, pour la première fois de l'histoire, ont foulé le sol d'un autre monde. Avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément à continuer de couvrir ces événements à ce rythme. Apollo 12, novembre 1969. Sur le cliché, le module intrépide, les traces des astronautes, l'équipement scientifique et un autre objet. À quelques dizaines de mètres de là,
se trouve la sonde soviétique Surveyor 3, arrivée 2 ans auparavant. Les astronautes s'en sont approchés pour l'examiner et prélever des échantillons. Sur l'image LRO, les deux engins sont visibles côte à côte, l'américain et le soviétique, reposant sur la même surface malgré la confrontation de leurs nations sur Terre. Apollo 14, une image avec une résolution de 27 cm par pixel. On y voit distinctement deux itinéraires de sortie. Les lignes serpentent, contournent les cratères, s'écartent et se rejoignent. Ce n'est pas une modélisation, mais les trajectoires réelles des déplacements des astronautes en 1971. Apollo 15, la première mission avec rover lunaire. Les clichés montrent les traces du véhicule s'éloignant considérablement du module. Elles s'étirent, font des boucles, reviennent. Un périple de près de 28 km, entièrement documenté depuis l'orbite. Apollo 17, décembre 1972. La dernière mission. Harrison Schmitt et Eugène Cernan. LRO a immortalisé le rover lunaire à l'endroit exact où il a été abandonné il y a plus d'un demi-siècle. À proximité, le complexe scientifique ALSEP, avec l'ombre des antennes et les traces menant au bord de la vallée. Cernan fut le dernier homme sur la Lune, et ses pas y sont toujours gravés. 6 sites d'alunissage, 6 séries d'observations indépendantes. Mais les données ne s'arrêtent pas là. En 2007, le Japon a lancé la sonde Kaguya. Cette mission indépendante a confirmé l'emplacement des 6 sites Apollo. Les Japonais ne se sont pas appuyés sur la NASA, ils ont obtenu les mêmes résultats par eux-mêmes. L'Inde, avec la mission Chandrayaan 1 en 2008, a également photographié la surface et confirmé la présence des sites d'atterrissage. La Chine, avec son programme Chang'e, est un pays qui a toutes les raisons politiques de remettre en question la présence américaine sur la Lune et qui concurrence directement la NASA. Pourtant, les sondes chinoises ont elles aussi photographié les sites Apollo et confirmé leur existence. Pas de grands discours, juste des données. 3 programmes spatiaux indépendants, des pays et des intérêts divergents, mais un seul et même résultat. Il existe une autre preuve, plus directe et plus simple encore. Les réflecteurs laser installés par les astronautes des missions Apollo. Ce sont des miroirs catadioptriques qui réfléchissent les faisceaux laser. Des scientifiques du monde entier les visent encore aujourd'hui, depuis la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Australie ou la Russie. Le faisceau parcourt environ 384 000 km jusqu'à la Lune, et autant au retour, en 2,5 secondes environ. C'est ainsi que l'on a établi que la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 cm par an. Ces instruments fonctionnent depuis plus de 50 ans, répondant inlassablement aux impulsions laser. Il est impossible de falsifier un dispositif physique situé sur un autre corps céleste et capable de renvoyer un signal avec une telle stabilité. Passons maintenant à une découverte récente qui change la donne. Juillet 2024, revue Nature Astronomy. Un groupe international de chercheurs de l'Université de Trent annonce la découverte d'une grotte souterraine sur la Lune. Ce n'est pas un simple creux, mais un tube de lave, un vide sous la surface formé il y a des milliards d'années par des coulées volcaniques. Et il se situe dans la mer de la Tranquillité, précisément là où Apollo 11 s'est posé en 1969. L'entrée de cette grotte est un puits d'environ 130 à 170 mètres de profondeur, soit l'équivalent d'un immeuble de 17 étages. Des parois presque verticales plongent vers le bas, en faisant l'un des gouffres les plus profonds de la Lune. Le diamètre de l'entrée est d'environ 100 mètres. Ensuite,
la cavité se prolonge horizontalement sous la surface. Sa longueur minimale est de plusieurs dizaines de mètres, mais son étendue réelle est inconnue. Selon les estimations, ces tunnels pourraient s'enfoncer sur des kilomètres dans la croupe lunaire. Cette découverte a été faite grâce à des données collectées dès 2010. Le radar Mini-RF à bord de LRO avait envoyé une impulsion qui s'était réfléchie sur une structure souterraine. À l'époque, la technologie ne permettait pas de comprendre de quoi il s'agissait. 14 ans plus tard, les scientifiques ont appliqué de nouveaux algorithmes à ces mêmes données et ont révélé ce qui était caché. Un vaste espace vide. Cette découverte est cruciale pour deux raisons. La première est scientifique. Les tubes de lave n'étaient que des théories depuis des décennies. C'est désormais un fait avéré. Cela signifie qu'il pourrait y en avoir des centaines, voire des milliers d'autres. La deuxième raison est pratique. Elle est liée au projet de retour de l'homme sur la Lune via le programme Artemis, notamment la mission Artemis 4. Contrairement à l'ère Apollo, les astronautes devront y séjourner plus longtemps. Non plus des heures, mais des jours, puis des semaines. À la surface, c'est extrêmement complexe. Pas d'atmosphère, des températures oscillant entre plus 127 et moins 173 degrés, un niveau de radiation bien plus élevé et des météorites qui tombent sans obstacle. Sous terre, les conditions changent. Température stable, protection contre les radiations et les impacts. Un tube de lave est un abri naturel, façonné par la Lune elle-même, et situé dans une zone où l'homme a déjà posé le pied. Imaginez, nous sommes en 1969. Armstrong sort du module, fait un pas et prononce ces paroles historiques. À des centaines de kilomètres de là, sous la surface, dans l'obscurité, cette grotte existe déjà. Elle attendait depuis des milliards d'années cet instant, et elle a continué d'attendre pendant des décennies. 2026, 4 astronautes volent vers la Lune. Aujourd'hui, ils vont survoler la mer de la Tranquillité. Peut-être que l'un d'eux regardera par le hublot au moment précis où il passera au-dessus de cette entrée, restée secrète jusqu'à ce que l'homme apprenne à voir sous la surface. 2028. Les premiers hommes sur la Lune depuis plus d'un demi-siècle. Ils commenceront à étudier ce qui se cache sous le régolithe. Le site qu'Armstrong a parcouru en quelques heures deviendra le point de départ de recherche pour les générations à venir. Ce n'est pas une histoire de polémique ou de doute. C'est l'histoire de la façon dont chaque nouveau regard sur la Lune nous révèle l'inattendu. Nous pensions déjà la connaître. Nous y avons marché, planté des drapeaux, prélevé des échantillons. Puis nous y sommes revenus avec des caméras haute résolution et nous avons vu les traces. Ensuite avec des radars et nous avons découvert des vides sous la surface. Et à chaque fois, la Lune semble nous répondre. Nous sommes loin de tout savoir. Aujourd'hui, des hommes s'y dirigent à nouveau. 4 dans la capsule Orion, à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre. Dans quelques jours, ils contourneront la Lune avant de revenir. Et dans 2 ans, de nouveaux équipages fouleront à nouveau sa surface. Peut-être s'approcheront-ils du bord de ce fameux puits pour regarder en bas, là où se cache la grotte. Mais pour comprendre la portée de tout cela, il faut revenir en 1969. La guerre froide est à son paroxysme. Les États-Unis et l'URSS rivalisent dans tous les domaines, y compris l'espace. En 1961, Youri Gagarin devient le premier homme en orbite, y passant 108 minutes. C'est un défi immense pour les États-Unis. Peu après, le président Kennedy annonce que le pays enverra un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Il n'y avait que 8 ans pour réussir, avec une expérience minimale et sans savoir comment accomplir une telle tâche.
Le programme Apollo a mobilisé environ 400 000 personnes, ingénieurs, mathématiciens, ouvriers, couturières confectionnant les scaphandres à la main. 8 ans de travail acharné, le plus grand projet civil de l'histoire. Et il a porté ses fruits. Le 20 juillet 1969, à 20h17 GMT, le module Eagle touche le sol lunaire. À la radio, on entend « Houston, ici la base de la tranquillité. L'aigle a atterri. » Quelques minutes plus tard, Armstrong descend l'échelle, fait un pas et prononce les mots qui sont devenus le symbole d'une époque. À cet instant, environ 600 millions de personnes suivaient la retransmission. 1/5 de la population mondiale de l'époque. Un autre point est essentiel. L'Union soviétique suivait la mission avec ses propres radars, traquait le vol et écoutait les échanges de l'équipage. Toute falsification aurait été une arme de propagande redoutable. Mais il n'y eut aucune contestation, car les faits étaient évidents. Revenons au présent. La sonde orbitale LRO fonctionne depuis de nombreuses années, accumulant une masse colossale d'images. À chaque orbite, elle transmet de nouvelles données, affine les détails, et à chaque fois, les sites Apollo apparaissent immuables, tels qu'ils doivent être après des décennies sans atmosphère. Il existe une dernière confirmation, les roches lunaires. 6 missions ont rapporté 382 kg d'échantillons sur Terre. Ils ont été analysés par des spécialistes du monde entier, de l'URSS à l'Europe, en passant par le Japon. La conclusion est unanime. Ces roches ne peuvent se former que dans les conditions lunaires, sans eau, sans atmosphère, sous le bombardement constant des micrométéorites. C'est pourquoi, en regardant les clichés de LRO, en observant les traces dans la mer de la tranquillité, nous ne voyons pas de simples images. C'est la preuve de l'une des plus grandes prouesses de l'humanité. L'homme a quitté la Terre, a atteint un autre astre, en est revenu et y a laissé son empreinte. Des modules, des instruments, des rovers et de simples traces de bottes qui dureront plus longtemps que n'importe laquelle de nos cités ou de nos constructions.